Non, je ne vous parlerai pas d'art culinaire. Cette balance va nous servir à illustrer le phénomène économique dominant en France en 1972, l'inflation, que vous connaissez par la hausse des prix. Voici un morceau de viande que nous venons d'acheter chez le boucher. C'est du roast beef, nous l'avons payé 10 francs. L'année dernière, à la même date à peu près, chez le même boucher, le même roast beef, pour 10 francs. Voici le morceau que nous aurions eu. La différence, 20%, c'est la hausse des prix. Tous les prix n'ont pas augmenté de 20%. Il y en a même qui ont diminué, les œufs par exemple. Mais depuis le début de cette année jusqu'à la fin, le coût de la vie dans son ensemble, en France, aura augmenté de 7%. Cela ne s'était pas vu depuis 1958. Comment en est-on arrivé là ? Pour 1972, les premières études prévoient une hausse encore importante de 5%. Cette perspective est pourtant tempérée par deux faits. On attend d'abord pour le début de l'année prochaine les véritables effets des contrats anti-hausse conclus au mois de septembre dernier entre l'administration d'un côté, les industriels, les commerçants et les prestataires de services de l'autre. Et puis, pour la première fois depuis longtemps, le prix des matières premières devrait se stabiliser. Au début du mois de janvier, le principal souci des Français, ce n'est pas la hausse des prix, c'est le chômage. La crise monétaire internationale est à peine terminée et l'on a des inquiétudes pour l'emploi. D'ailleurs, quand on va connaître l'indice des prix du mois de janvier, on sera plutôt rassuré du côté de l'inflation. En effet, les prix n'ont augmenté que de 0,3%. C'est relativement modéré. Aussi, lorsque le gouvernement prend des décisions à ce moment-là, ce sont des décisions pour soutenir l'activité. Et M. Léo Hamon les annonce aux Français. Il s'agit d'abord de maintenir le plus haut possible le taux des offres d'emploi. Comment ? Justement par la poursuite de ces mesures de conjoncture bancaire et budgétaire qui doivent soustraire notre pays le plus possible aux effets de la conjoncture internationale. Voilà au printemps. Que devient l'indice ? Le mois de février n'a pas été bon. 0,6% d'augmentation en un mois. Mais comme le mois de janvier avait été satisfaisant, on ne s'inquiète pas trop. En mars, on redescend au-dessous du seuil d'alerte. 0,5% seulement. Et en avril, c'est encore un peu mieux. 0,4%. Décidément, il faut surtout surveiller l'activité et pas trop les prix. Monsieur Giscard d'Estaing laisse le crédit couler à plein bord, on lui reprochera, mais 6 mois plus tard. Et d'autre part, Monsieur Chaban-Delmas va annoncer à l'Assemblée nationale, encore au mois de mai, des mesures pour soutenir l'activité. Est-ce à dire que cette hausse des prix n'inquiète personne? Si, car ce sont toujours les mêmes qui la payent, c'est-à-dire les gens les plus pauvres. Les syndicats s'en rendent compte. Et Georges Ségui va lancer sa grande campagne pour le salaire à 1000 francs par mois, en s'appuyant justement sur l'inflation. Parce que dans 1 an et demi, il s'agit de savoir quelle valeur en pouvoir d'achat auront ces 1000 francs. Si la vie continue à augmenter au rythme que l'on connaît depuis plusieurs années, 1000 francs dans 1 an et demi auront un pouvoir d'achat égal à 880 francs aujourd'hui. Mais tout cela ne prive pas les Français de vacances, car les revenus, non pas tous, mais la plupart, augmentent sensiblement. C'est même une des causes de l'inflation. Comme tous les ans, à pareille époque, on en profite pour relever discrètement certains prix. C'est le cas du tabac, que M. Giscard d'Estaing augmente en juillet sans se rendre compte que cela va lui retomber sur le nez quelques semaines plus tard. Puis le pain, qui augmente au mois d'août. Dans ce retour de la vie chère, il y a même quelques Français qui perdent leur chemise. Les revenus, le tabac, le pain, tout augmente, mais le grand coupable, c'est la viande. Il n'y en a plus nulle part dans le monde. La France n'en produit pas autant qu'elle le pourrait à cause d'une politique agricole européenne mal orientée. Ces veaux filent vers l'Italie, ces bœufs vers l'Allemagne. Et ceux-là, qu'est-ce qu'ils ruminent encore? Un mauvais coup pour l'indice des prix? Monsieur Giscard d'Estaing ressent le besoin de s'expliquer. En matière de prix, alors comment prévoyez-vous les choses? Alors, en matière de prix, il y a la situation 72. Nous espérions en 1972 un certain ralentissement de la hausse des prix. Nous l'avons dans une certaine mesure obtenu pour le premier semestre, puisque à l'heure actuelle, si on compare 72 et 71, notre hausse des prix est un peu plus lente qu'en 1971. Mais sur l'ensemble de l'année, je ne crois pas qu'on puisse s'attendre à un ralentissement significatif en 72 par
par rapport à 71. C'est profondément regrettable, je le regrette, mais l'honnêteté conduit à ne pas l'annoncer. C'est-à-dire environ 6%. Un petit peu moins de 6%. Vous l'avez senti, le vent commence à tourner. L'indice, au mois de mai et au mois de juin, il est encore resté au-dessous du seuil d'alerte. Mais on attend le chiffre de juillet. Et c'est un chiffre fatidique. En effet, il est connu à la fin du mois d'août, c'est-à-dire au moment où le gouvernement doit boucler son budget pour l'année suivante, au moment où les syndicats tâtent la combativité de leurs troupes et au moment où la ménagère prépare la rentrée. Or, cet indice du mois de juillet, connu à la fin du mois d'août, est très mauvais. 0,8%. Un coup de tabac pour M. Giscard d'Estaing. Et brusquement, le décor change. La politique économique n'est plus la même. On prend des mesures plus restrictives. Le budget de 73 va être présenté en équilibre strict. On va importer des produits agricoles, pour autant qu'on en trouvera à l'étranger. On va annoncer que les tarifs publics ne seront pas relevés jusqu'au mois de mars 1973. La hausse des prix est aussi forte à l'étranger. En Allemagne, Brandt est accusé d'inflation pendant la campagne électorale. En Angleterre, Heath doit bloquer les prix et les salaires, comme Nixon l'a déjà fait aux États-Unis, avec succès d'ailleurs. Les Européens décident de se concerter fin octobre à Luxembourg, et M. Giscard d'Estaing commente sans illusion les résultats de la conférence. Nous avons abouti à un programme cohérent de mesures. Nous aurions certainement pu souhaiter du côté français une action plus vigoureuse encore, mais il fallait tenir compte des situations particulières de nos partenaires. Néanmoins, ce qui est prévu sur le plan budgétaire, sur le plan monétaire et sur le plan également de la concurrence et des prix constitue un instrument sérieux et, je pense, assez efficace de lutte contre l'inflation. Au total, c'est une date importante dans l'histoire de la lutte contre la hausse des prix ou peut-être quelques déceptions de votre côté de ne pas avoir été assez loin? Je dirais que c'est une date assez importante. Le dernier acte approche et le ministre des Finances le sent bien. On connaît maintenant, à l'automne, l'indice du mois d'août, en dessous de la cote d'alerte. En septembre, il remonte déjà un peu au-dessus. Et puis, il y a l'indice du mois d'octobre, celui qu'on n'attendait pas. 0,9% en un seul mois. Il y a plus d'un an qu'une pareille chose ne s'était pas produite. Le gouvernement, là, doit changer complètement d'attitude. Il ne s'agit plus seulement de prendre quelques mesures partielles. Il faut préparer un plan plus ambitieux pour réagir. Et M. Giscard d'Estaing prépare l'opinion publique. Il faut que tous nos compatriotes comprennent que la lutte contre l'inflation et la modération des prix ne peut dépendre d'une action coordonnée et concertée de l'ensemble des Français. Il n'y a pas d'un côté le gouvernement qui doit lutter contre l'inflation et de l'autre côté l'ensemble des Français qui au contraire auraient un comportement en sens inverse. Il est essentiel que l'affaire de la lutte contre les prix, la lutte contre l'inflation devienne l'affaire personnelle des Français. Et c'est dans cet esprit, c'est-à-dire qu'il fera très largement appel à leur concours, que nous serons amenés à proposer nos mesures suivantes. Mais est-ce que vous pensez qu'il peut exister en matière de prix un remède miracle, une potion magique? Une potion magique contre la hausse des prix, pourquoi pas, se demande le chef de l'État, qui reçoit M. Antoine Pinay, 82 ans, le druide de la lutte contre l'inflation. Mais le 7 décembre, le gouvernement va enfin révéler son plan de lutte contre la hausse des prix. Et c'est M. Messmer lui-même qui va l'expliquer aux Français, les yeux dans les yeux. Aujourd'hui, en accord avec le président de la République, j'ai proposé au gouvernement un ensemble de dispositions, un programme qui, dès cet après-midi, a été soumis au Parlement. La première décision consiste à diminuer la TVA, cette taxe à la valeur ajoutée que tous les Français connaissent. Autre mesure annoncée, le lancement d'un grand emprunt avec une garantie contre une éventuelle dévaluation du franc, des restrictions de crédit, des recommandations pour limiter la hausse des salaires, avec une garantie de pouvoir d'achat cependant. Tout ça, c'est le bon côté du plan de lutte contre la hausse des prix. Les potions amères restent dans le placard, au moins pour quelque temps. Il n'y a ni blocage des salaires, ni blocage des prix, ni prélèvement fiscal, ni économie draconienne. On en reparlera plus tard, après les élections s'il le faut. Que faire d'autre à 2 mois d'un scrutin? Est-ce que le verdict sera influencé par les indices? Au moment où nous allons voter, on connaîtra l'indice du mois de novembre. Il sera mauvais. On connaîtra l'indice du mois de décembre. Il ne sera pas très bon. Et on connaîtra l'indice du mois de janvier. Et celui-là, je vous le prédis, il sera bon. Tout a été fait pour cela. La baisse des impôts a pour but
de provoquer une décélération de la hausse des prix au mois de janvier, quelques jours avant le scrutin. Simple coïncidence.